dans le deuxième volume, on s'est dit, eh bien, ce mouvement midi-minuiste, comme il est passé de temps à autre derrière la caméra, qu'il a donné des courts-métrages, eh bien, ce serait bien d'aller redécouvrir ce qui a été filmé. Et moi, dès le volume 1, j'avais en tête un film sur lequel je me suis mis à enquêter, qui s'appelait Fantasmagorie, dont j'avais lu une critique dans le numéro 3 de Midi Minuit. Un film, un moyen-métrage d'une 40aine de minutes, avec Edith Scobb, dans le rôle d'une femme vampire. Et ça, je me suis dit, mais... je veux absolument voir ce film. C'était réalisé par quelqu'un qui s'appelait Patrice Molinard. Et en enquêtant, j'ai retrouvé la trace de la fille du réalisateur, Agnès Molinard. Je lui envoie un mail, elle me dit oui, je suis bien la fille de Patrice Molinard. Si vous voulez voir le film, j'ai un DVD privé à la maison. Ah, c'était fait faire un DVD. Voilà, donc je lui dis, mais oui, je veux absolument voir ce film. On prend rendez-vous, je passe l'après-midi même, et je découvre un film absolument merveilleux, un chef-d'œuvre, le film de vampire français qu'on a toujours rêvé de voir, dont on pensait qu'il n'existait pas. Bien si, il existait, ça s'appelait Fantasmagorie de Patrice Molinard, et c'est un film qui est une espèce d'écho déformé, une espèce de réminiscence de Nosferatu, de Murnau, de Vampire de Treillières, qui amènerait tout ça du côté de la nouvelle vague, parce qu'il y a une espèce de modernité propre aux années 60 dans l'usage de la caméra, une manière de jouer sur le fantastique non pas des décors, mais de la nature, c'est-à-dire que c'est une Transylvanie valdoisienne qui fonctionne mais merveilleusement à l'écran, tout ça avec une espèce de voix off extrêmement inquiétante, extrêmement envoûtante. Personne ne croit plus aux vampires, ces âmes qui ont raté leur mort et qui errent, indécises, entre la terre et l'au-delà. Les vampires ne vivent que la nuit, se nourrissent du sang des humains et ont besoin de la terre de tombes fraîches pour se coucher dans leur cercueil et entrer en léthargie au moment où le soleil se lève. Et tout ça nous emmène, je parle de modernité de la nouvelle vague, mais même jusqu'à certaines fulgurances dignes de David Lynch. Il y a certains plans qui nous évoquent directement Lost Highway. Donc on a une espèce de passage secret entre Murnau, Dreyer, la nouvelle vague et Lynch, qui était absolument sidérant. Un film de toute beauté, une relecture du Dracula de Bram Stoker, mais qui apporte encore quelque chose entre celle de Terence Fisher, entre celle de Murnau, entre celle de Todd Browning, entre celle de Badham, de Guy Madin, de Coppola, etc. Une adaptation majeure, quoi, et que personne n'avait vu, parce que même à l'époque de Midi Minuit, en fait, Alain Lebris, qui avait écrit l'article sur ce film, avait été invité à une séance de presse, voire une séance faite spécialement pour lui. Donc ce film était inconnu. Et donc, moi, je me suis dit, mais il faut absolument... j'ai écrit un long article dans le volume 1, dans ce fameux entracte du Midi Minuit, sur ce film, et moi, un de mes objectifs sur le volume 2, c'était de retrouver le négatif, de faire une restauration à partir du négatif. Et c'est ce qu'on a pu faire avec les archives du film du CNC. Parce qu'eux avaient le négatif, mais ne savaient pas ce qu'était ce film. Donc c'est moi qui ai attiré leur attention en leur disant, mais regardez-le. Et donc, il était bien conservé, du coup, alors? Bah oui, on a pu faire une très belle restauration du film. Sur la version que moi j'avais découvert avec la fille du réalisateur, on a découvert 5 minutes de plus. Donc on a la version intégrale du film. Et donc la version qu'avait la fille n'avait pas l'intégralité? Non. Et c'était une version tirée d'une copie 16 qui lui appartenait. Voilà, et donc, un truc de fou, on a pu faire l'archéologie de ce film quelque part. On a même pu faire un bonus d'ailleurs pour ce film, parce qu'on a retrouvé aussi des archives INA, ça c'est incroyable quand même, d'interviews de Patrice Molinard sur le tournage du film. Alors, comme quoi il y a des archives inouïes, parce que c'est un film inconnu, mais il y mais il y avait des éléments de making-of d'époque. Il y a des films 10 fois plus, entre guillemets, 10 fois plus connus qui ont pas ça. Voilà, exactement. Donc c'était complètement improbable. On a tourné un entretien avec Edith Scobb récemment, donc on a pu faire un vrai bonus digne de ce nom. Non seulement elle se souvenait, mais j'ai pu lui projeter en fait le film juste avant de faire l'interview. C'est génial ça. Ce qui fait que ça a réactivé un truc émotionnel pour elle, parce que Patrice Molinard, pour elle, c'était la famille Franju, et pour de bonnes raisons, c'était le beau-frère de Georges Franju. Patrice Molinard, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de films. En revanche, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire du cinéma, parce que c'est le photographe des Yeux sans visage. Toutes les photos de préparation des Yeux sans visage, c'est lui qui les fait. Or, les Yeux sans visage, c'est la naissance de ce qu'on appelle l'insolite dans le réel de Franju. Ces photos mythiques de ces écarissières lilliputiens à côté de carcasses, de
de bœufs gigantesques, cette espèce de vision surréaliste de l'hyper-réalité de l'horreur. C'est lui. Et donc, quelque part, c'est le co-inventeur de cette esthétique propre à Franju. Ouais, bien sûr. Et donc, le fait de voir Patrice Molinard, des années après, tourner un film de vampire dans lequel un vampire vole la photo d'Edith Scobb, vole l'image d'Edith Scobb et se l'approprie, et fait un film qui, lui, va totalement dans le surnaturel, ce que ne faisait pas Franju. C'est passionnant parce que c'est une communauté d'esprit, une communauté esthétique, et en même temps, ce sont deux personnalités distinctes qui s'affirment. L'un va clairement vers le surnaturel. Donc, il y avait quelque part un élément d'histoire du cinéma qui nous avait toujours fait défaut jusqu'à présent. Donc, c'était une manière de rendre compte de ça.